C'est parti. Et je vais tout d'abord passer la parole à la personne qui nous a présenté son cas concret, Ancelin. Ancelin, est-ce que tu peux nous raconter très brièvement ce que c'est que le Low-Tech Lab et quelles sont les problématiques que tu as rencontrées liées notamment à tous ces problèmes de gouvernance partagée et d'outils digitaux? La parole est à toi. Avec plaisir, merci beaucoup. J'espère que ça capte bien. N'hésitez pas à me le faire savoir, sinon que je règle le problème de micro. Enchanté, du coup, Ancelin. Je suis actuellement au Low-Tech Lab Boulogne-Billancourt Grand Paris avec la casquette, on va dire, de coordinateur, même si on n'aime pas trop ça parce que qui dit coordinateur dit centre et nous, on n'aime pas les choses trop centralisées. Du coup, c'est pour vous amener un peu le sujet. On est du coup une équipe d'une quinzaine de jeunes avec quelques moins jeunes, mais globalement, on est tous sortis des études et déjà dans le monde professionnel. Et en fait, le Low-Tech Club Boulogne, du coup, a cette opportunité d'ouvrir un tiers-lieu à Boulogne, qui fait à peu près 1800 mètres carrés, une ancienne école maternelle. Et du coup, le contexte particulier de ces derniers mois, avec le Covid notamment, fait qu'on n'a toujours pas accès au lieu, mais que on doit quand même l'inaugurer normalement en mars. Et du coup, on a eu un énorme enjeu de pouvoir travailler en ligne. C'est pas mal d'outils qui ont été développés. Donc, on a mis en place notamment un Mattermost, donc un Frama pour parler, un équivalent de Slack. On a aussi forcément une mailing list, etc. Mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Je vais plutôt essayer de vous présenter les problématiques d'un point de vue concret. Comme je disais, l'OTCAP, c'est une asso qui est jeune. Hein, c'est que sa deuxième année d'existence. Donc, on a peu de bagages. On n'a pas forcément accumulé, par exemple, beaucoup de documents, etc. Donc là, on en produit énormément et chaque jour, il y a des décisions qui sont prises. Donc, on a un premier enjeu qui est l'accessibilité à l'information, notamment du fait qu'on ne peut pas se voir en vrai, en présentiel, qu'on travaille aussi avec des gens qui sont en Bretagne. L'OTCAB national est basé en Bretagne. Il y a d'autres communautés aussi ailleurs en France. Donc, on a tout un tas de parties prenantes du projet en fait, qu'on ne pourra jamais réunir autour d'une table. Donc, comment on permet à tout le monde de s'informer et de s'impliquer, c'est notre première problématique. La deuxième problématique, c'est que nous, on est sur une gouvernance qui se veut la plus partagée possible, dans le sens où, vu qu'on a l'occasion de créer un projet ad hoc qui sort de nulle part, c'est le moment aussi d'essayer d'être le plus exigeant possible niveau gouvernance. Notre but, c'est vraiment d'essayer de toutes les innovations qui existent, de vraiment pouvoir les mettre en pratique. Et du coup, il y a la deuxième problématique qui s'est posée à nous avec ça, c'est comment justement incarner les valeurs qu'on défend dans notre gouvernance au quotidien. Et du coup, comment articuler le fait qu'il va d'une part y avoir une gouvernance dans les réunions chaque jour, il y a des décisions qui sont prises. C'est pas un problème. En gouvernance partagée, tout le monde a le droit de prendre des décisions et de les mener à bien. La question, c'est comment fédérer autour de ces décisions et comment faire pour que vraiment, comment dire, pour que chacun aussi se mette en ordre de bataille, même si c'est un peu guerrier, excusez-moi. Mais en gros, comment faire que une décision prise par une personne dans une réunion devienne vraiment une action de groupe. Donc il y a la question de l'information évidemment, mais aussi la question communautaire. Par exemple, comment tu t'assures que chaque personne a bien compris la décision. Pour l'instant, en fait, les bénévoles nous disent même qu'ils sont pas forcément au courant de tout, qu'ils ont du mal à suivre, etc. Donc la deuxième problématique, c'est comment l'informel et comment les relations humaines sont au cœur de la gouvernance, en plus, même encore plus que les outils en ligne. Donc c'est vraiment comment on articule des relations humaines avec des outils en ligne. Et pour donner un exemple et passer à la suite, typiquement les chemins de la transition, j'ai eu l'occasion d'assister à quelques visios avec eux, et donc un gros projet national, etc. Et pareil, ils n'ont jamais eu l'occasion de se rencontrer, donc ils ont même fait des apéros exprès pour avoir des temps informels de rencontres. Nous, on a des réunions d'accueil des nouveaux, mais c'est pas encore suffisant. Il faut vraiment qu'on arrive à changer d'échelle sur l'implication des bénévoles
et sur tout ce qui est parrainage, etc. Je suis désolé, c'est un peu long, je fais vite pour la troisième. La dernière question, troisième problématique, c'est un peu la même que ce que je vous ai dit avant, mais cette fois avec les institutionnels. Pareil, on est partenaire de la mairie, c'est son lieu, c'est leur projet autant que le nôtre. Donc comment on équilibre les rapports de force déjà avec la mairie, comment on assure notre périmètre d'action, comment on aussi travaille avec eux sur le leur. Et donc là, c'est vraiment la question non seulement de la transparence, de les informer eux aussi, de les impliquer eux aussi, etc. Pareil avec des échanges qui peuvent être informels, etc. Mais surtout, en fait, comment on s'assure qu'on soit au même niveau d'information. Donc concrètement, je sais pas, la mairie, là, typiquement, elle travaille sur un appel à projet pour la ressourcerie qui va être hébergée sur le lieu. Nous, c'est vital pour nous de savoir comment cette ressourcerie, elle va s'implanter, comment la mairie, elle l'imagine, etc. Mais pour l'instant, on n'a aucune info. Clairement, on n'a pas d'infos et les documents ne sont pas publiés, ils ne sont pas officiels, donc on n'a aucune info. Et donc, du coup, comment la mairie pourrait nous donner des informations, entre guillemets, officieuses, ou en tout cas pas encore officialisées, c'est un énorme enjeu pour pouvoir travailler vraiment en temps réel avec elle, surtout en période de Covid où les choses vont super vite. Et du coup, pour donner un dernier exemple et vous laisser la parole, parce que c'est vous les paroles précieuses de cette visio, pour donner un exemple, je suis pote avec un festival en Normandie qui a réussi à passer malgré le Covid. Et en fait, la préfecture, ils avaient un compte à la préfecture qui leur a partagé les protocoles sanitaires en cours de rédaction, par exemple. Et du coup, ça, c'est vraiment une barrière à franchir. Comment faire que les institutions nous partagent des documents pas encore finalisés pour qu'on puisse y contribuer et surtout être dans la même temporalité, être au même tempo que. Est-ce que déjà c'était clair du coup ces trois problématiques? Oui, c'était clair. C'était très clair. Et donc, ce que je propose, c'est que on va passer un peu de temps là. On va accueillir nos deux intervenants. On va leur demander pour l'ordre du jour global, hein, ce qui va se passer. Déjà, sachez qu'en ligne, vous êtes vraiment les bienvenus pour poser vos questions sur le chat. Et on vous donnera la parole. Ensuite, on va présenter nos deux intervenants qui vont présenter peut-être les outils qu'ils utilisent, d'où ils parlent. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que là, on va répondre aux problématiques d'Ancelin après, mais ils peuvent aussi nous faire des considérations générales sur outils digitaux et gouvernance partagée. Qu'est-ce que ça vous inspire? Quels sont, selon vous, les enjeux principaux auxquels répondre? Donc, on va faire 10 minutes pour Pierre, 10 minutes pour Jérôme. Euh, Mea culpa, normalement, j'ai toujours des femmes qui viennent en tant qu'intervenantes pour parler. Aujourd'hui, on n'a pas eu de femmes intervenantes. Je ne me suis pas pris suffisamment en avance. Voilà, donc c'est pas bien. Je mérite une grosse fessée. En tout cas, s'il y a des gens qui ont envie d'intervenir, et qui plus est, si c'est des femmes, n'hésitez pas à venir m'aider à corriger ce tort irréparable. Donc, on va présenter nos deux intervenants qui vont partager leurs enjeux. Et ensuite, on va répondre à chacune de ces trois questions d'Ancelin, c'est-à-dire comment on fait pour impliquer les participants à distance, comment on fait aussi, il y a toute une problématique autour de la traçabilité des décisions. Et enfin, il y a une histoire de comment on peut travailler avec des pouvoirs publics, notamment à travers des outils digitaux. Mais je passe d'abord la parole à monsieur. On va commencer par Jérôme. Jérôme, est-ce que tu es là? Yes, Super. Alors, une petite seconde. Je te retrouve dans la liste des participants et je te mets en surbrillance. ça marche. Voilà. Vas-y, la parole est à toi. Ok. Eh ben, pour me présenter rapidement, du coup, moi, j'ai mis le pied dans les tiers-lieux à partir de 2018 quand j'ai participé à la co-création du coup du Human Lab Saint-Pierre, donc du coup qui est en lien avec le Human Lab de Rennes. Donc c'est un Fab Lab sur les thématiques de handicap et là pour le coup en lien avec un centre de rééducation. Donc effectivement, par rapport à ce que disait Ancelin sur le lien avec des partenaires institutionnels qui travaillent de manière différente et tout ça, c'était un peu le cas aussi. Et donc, du coup, le fait de travailler dans cet environnement-là, ça m'a amené, moi, à justement, toutes les réflexions que tu poses, Ancelin, à moi me les poser, du coup, là, il y a 2 ans,
sur, OK, par rapport à notre lieu, comment on fonctionne, parce qu'effectivement, si on veut être congruent par rapport à la coopération qu'on souhaite mobiliser dans notre lieu, il faut qu'on la vive aussi dans notre organisation. Et donc, c'est là où j'ai commencé, moi, à me former. Effectivement, Antoine parlait de l'UDN. Donc, du coup, moi, j'ai fait le MOOC de l'UDN en ligne. Et puis après, je me suis formé avec l'Instant Z. Et du coup, l'Instant Z qui aujourd'hui propose pas mal d'outils justement en ligne pour travailler sur ces aspects gouvernance partagée, holacratie. Voilà. Je vous présente ça après, Antoine, c'est ça? Ah, en fait, ce que ça peut être intéressant si, je crois que tu peux partager ton écran aussi, ce que Ouais. tu m'avais montré là sur la plateforme que vous utilisez. Ça peut être, intéressant que tu le montres dès maintenant. Ok. Donc, du coup, là, c'est le site internet de l'Instant Z. Du coup, ils ont un onglet Académie. Et du coup, vous avez là, tous les outils que je vais vous présenter rapidement. Le plus intéressant pour moi, c'est celui-là. En fait, c'est Homo. En fait, c'est une plateforme où, c'est ce qu'ils appellent un système d'information. C'est-à-dire que ça permet en fait d'avoir ici, si je viens dans mon organisation, en fait, ici, j'ai les membres de l'organisation, j'ai la raison d'être de notre organisation. Et ici, je vais avoir le schéma d'holarchie du coup de notre organisation. Et là, du coup, on a les valeurs. Ici, on a des statistiques. Là, c'est plus pour des réunions. Là, j'ai déjà un agenda, mais par exemple, il est vide. Mais du coup, on peut mettre les agendas de réunion. Et donc, si, hop, je vais dans un cercle en particulier, là, j'ai la même raison d'être que l'organisation parce que c'est le cercle source. Et après, ici, je vais avoir en spécifique, OK, c'est quoi la stratégie de notre groupe? Là, c'est tous les PV de réunion. Là, du coup, ici, on retrouve tous les rôles de l'organisation avec les rôles structurels, pilotage, facilitation, mémoire, mais après aussi avec les rôles spécifiques et les cercles spécifiques. Euh, voilà. Ici, on va retrouver tous les règlements. Donc, à chaque fois qu'on prend une nouvelle règle en réunion de gouvernance ou de réorganisation, hop, on va venir, du coup, ça va venir se ranger automatiquement ici. Et ensuite, là, on a toutes les tâches récurrentes qu'on doit faire régulièrement. Là, je peux avoir un aperçu de tous les indicateurs qu'on regarde, qui nous permettent de vérifier OK, où est-ce qu'on en est dans notre organisation, si on est en bonne santé ou pas. Et ici, en gros, c'est tous les projets du coup qui sont en cours, qui sont bloqués, qui sont terminés, et un jour peut-être. Voilà, de notre organisation, ça fait un peu un espèce de Kanban. Et du coup, ces projets-là, ils sont rangés par rôle et par cercle. Donc voilà, ce qui nous permet du coup à chaque réunion, là par exemple, je viens de terminer juste une réunion ce matin, juste avant de venir vous voir avec un petit point justement sur Make Sense. Et donc du coup, tous les points ici sont des points qu'on rajoute à l'ordre du jour, donc soit au préalable de la réunion, soit directement pendant la réunion. On peut le faire aussi pendant la réunion. Et donc du coup, on va rajouter, il y a des petits sigles. Ça, c'est des points d'information. Les petites bombes, c'est des points urgents. Et ça permet justement de pouvoir directement partager de l'information. Par exemple, ici, moi, j'ai partagé directement le point que je voulais amener. Et du coup, clac, si je viens sur la réunion, là, j'ai le PV de la réunion en fait ici. Donc voilà. Voilà un peu. Et après, donc, comme autre outil qu'ils utilisent, qu'ils ont développé, qui sont plutôt intéressants, donc c'est des outils qui sont libres. Donc, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. J'ai mis les liens du coup dans le pad. Là, il y a un outil sur le jugement majoritaire qui permet justement de prendre des décisions collectives, mais pas du coup de voter oui, non ou quoi. C'est vraiment, ça permet de donner à chaque fois sur chaque proposition la note. Et là, par exemple, c'était sur OK, notre rêve par rapport à l'instant Z, c'est quoi qu'on veut vivre. Et donc, du coup, ça, on allait jusque, ça m'inspire complètement. J'ai vraiment envie de vivre le truc. Non, je trouve que ça ne concerne pas notre groupe. Et donc là, on a sur tout un tas de propositions différentes, on a l'ordre dans lequel c'est sorti. Et ça nous permet en fait soit de décider directement tout ce qui est vraiment en vert, qui inspire vraiment une majorité de personnes, on l'accepte dès le départ. Ou soit ça permet de faire une proposition de départ, enfin, ça permet de faire comme une écoute du centre, justement, une sollicitation d'avis avant de faire une proposition. C'est une manière en fait de faire de la sollicitation d'avis avant de faire des propositions. Et ensuite, le dernier outil, c'est un timer. Donc du coup, qui permet, hop, je vais essayer de vous, clac, clac. Si je fais play, hop. En fait, c'est un timer qui, c'est pour du six chapeaux.
C'est pour faire des prises de décision par 6 chapeaux. Du coup, ça permet d'animer justement en disant, OK, là, on va commencer par une présentation du projet il y a 6 minutes, les points forts, points faibles et tout ça. Et donc ça, bien sûr, donc là, il y a une proposition de base, mais après, en fait, on peut l'éditer, on peut changer les choses et voilà. Et donc, du coup, tout ça, vous le retrouvez ici. Et donc, vous avez le lien de tout ça sur le pad. Voilà pour moi. Ben, merci beaucoup, Jérôme, d'avoir présenté ça. Peut-être, alors, est-ce qu'il y a des questions en ligne? Moi, j'ai une question que je trouve intéressante, c'est qu'en fait, ces outils ont été développés à travers, enfin, pour coller un mode d'organisation, de gouvernance partagée qui a déjà été, entre guillemets, formalisé, théorisé. C'est un peu le mode de fonctionnement holacratique vu par l'UDN, si je comprends bien. Alors, du coup, en fait, eux, ils sont pas mal inspirés de ce qu'on fait l'UDN, mais aussi avec le côté holacratie. Et donc, ils ont fait un petit mix de tout ça. Et ils ont aussi mixé avec la méthodologie de projet Rêve du Dragon, Dragon Dreaming. Et du coup, ce qui donne une couleur un peu particulière. Et donc, c'est vrai que je n'ai pas présenté, mais je vais le remettre rapidement. En fait, ici, donc là, j'ai le petit onglet qui permet de voir l'organisation schématique. Et en fait, ici, il y a la constitution que eux, ils ont développée. Et donc, ça permet du coup, en pleine réunion, de pouvoir revenir en fait à la constitution, de dire, OK, ben, par rapport à tel sujet. Et donc, eux, ils ont développé, voilà, ici, c'est vraiment leur modèle complet qu'il y a. Dans tous les cas, tout ce qui est, si vous allez sur le site de l'académie, vous allez retrouver dans les fiches pédagogiques, là, vous allez retrouver tout le contenu qu'ils partagent du coup en licence libre. Voilà, Creative Commons. Voilà. Et effectivement, eux, au départ, ils ont développé le logiciel, c'est pour leur utilisation propre en mode holacratique. Super. Et la question de Duc, c'est tout ça en gratuit? Ouais, en tout cas en participation consciente, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur Homo notamment, il y a un petit onglet participer au financement du projet, parce qu'effectivement, c'est David Dreyer, qui est un développeur qui fait partie de l'organisation Instant Z, qui fait ça un peu de manière plus ou moins bénévole. Et donc, l'idée, lui, il a ouvert, comme pour Frédéric Laloux avec son livre, en disant OK, prenez et vous donnez ce que vous voulez. C'est un peu le même système. Ok. Voilà. Je vais me retourner vers aussi les participants, participantes. Est-ce qu'il y a des mots que vous n'avez pas compris? Par exemple, la méthodologie des 6 chapeaux ou les rêves des dragons. Est-ce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est? Oui, les 6 chapeaux de Bono, exactement, Lorraine. Je vais très rapidement passer sur les 6 chapeaux. C'est une petite technique qui est assez sympa, qui permet moi, dans les réunions, par exemple, moi, je suis tout le temps l'enthousiaste, et il y a toujours quelqu'un qui veut dire, ah bah, c'est quoi le plan d'action? Et quelqu'un qui dit, non, ça va pas marcher. Et du coup, l'idée des 6 chapeaux, c'est que plutôt qu'on joue chacun un rôle, c'est qu'on est tous à peu près le même chapeau et la même attitude en même temps. Et donc, tiens, bah, soyons créatifs. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ce projet? Ok, quels sont les trucs qui risquent de pas marcher? Comment on dépasse ces trucs qui veulent pas marcher? Et ensuite, bleu, bon, bah, comment on se met en ordre de route pour essayer de faire coïncider toutes les idées qu'on a eues précédemment. Ça, c'est encore disponible sur le site de l'UDN. Il y a des petites fiches pratiques, mais il y a aussi plein de méthodos que vous trouverez sur Internet, la méthode des 6 chapeaux. Le rêve du dragon, je ne m'y connais pas spécialement. Ce que je propose, parce qu'il y a c'est qu'on va passer la parole à Pierre, sinon là, on va faire que la première partie pendant 1 heure. Mais n'hésitez pas, s'il y a des gens qui savent, je remets le lien vers le Framapad. Hop, zut, je l'ai plus. Bon, vous retrouverez le lien du Framapad un peu plus haut. N'hésitez pas à ajouter du coup des liens, des commentaires et tout ça sur le Framapad. Comme ça fera un magnifique compte-rendu que je pourrai vous envoyer la semaine prochaine. Je passe désormais la parole à Pierre. Pierre, est-ce que tu es là et est-ce que toi, tu peux nous parler de d'où tu parles et les considérations générales que tu pourrais nous partager de ce que tu as compris sur gouvernance partagée et outils digitaux. Et ouais, je suis là. Vous m'entendez bien? Oui. Super. Et je suis trop content d'être là. Je suis Pierre. Du coup, je vous parle de Oloron-Sainte-Marie dans le Béarn. Et j'ai été invité du coup par Ancelin et Antoine avec la casquette Transiscope. Transiscope.org, je vous mettrai le lien. C'est un projet du coup de coopération entre plusieurs grosses associations nationales pour faire une métacarte en fait, des informations de ce qui se passe sur le territoire. Et peut-être je peux vous raconter en quelques mots le début de ce projet. C'était que
il y a 4 ans et demi maintenant, 5 ans, on se disait, voilà, la transition, c'est important, il faut mettre de l'énergie, il faut rendre visible ce qui se passe sur le territoire. Et puis, on se mettait à la place de quelqu'un qui était neuf dans ces sujets, qui voulait savoir ce qui se passait à côté de chez lui. Et en fait, il y avait Alternativa qui avait une carte, il y avait les Colibris qui avaient une carte près de chez nous, il y avait Kapupa Cap, enfin, il y avait plusieurs assos qui, du coup, faisaient des cartes avec des informations précieuses, parfois similaires, mais souvent différentes. Et donc, Transiscope, ça a été un projet de coopération entre ces grosses associations pour homogénéiser, capitaliser sur ces points, mais sans faire une carte supplémentaire où on peut ajouter des points. C'est-à-dire que Transiscope fait uniquement rassembler les informations. Si on souhaite ajouter, modifier des informations, il faut se rendre sur la source. Donc aujourd'hui, il y a quasiment une vingtaine de sources qui contribuent à Transiscope, donc transiscope.org. Et alors, du coup, Transiscope fonctionne avec un comité de pilotage. Et ce comité de pilotage, il est composé des associations qui étaient au départ. Donc, il y a Alternativa, Colibri, Kapupa Cap. Moi, je fais partie de l'Assemblée virtuelle, qui était à l'initiative de ce projet, parce que l'Assemblée virtuelle, c'est œuvre pour l'interopérabilité des systèmes d'information. Et donc, Transiscope est un peu une émanation de ça. On vient interopérer des données pour le bien commun, mais du coup, sans priver la source de sa singularité. Alors, du coup, comme organe de décision, on a ce comité de pilotage. Avant les confinements, du coup, nous, on se voyait 2 fois par an pendant 2 jours au minimum, donc en présentiel. Après, on avait des appels réguliers, que ce soit pour le copil ou pour les groupes de travail, mais en tout cas, on avait ce rituel de présence de 2 jours. Qu'est-ce que je peux vous dire en considération? Moi, ce qui me semble hyper important, c'est que le monde, il est VUCA, ou VUCA, comme disent les Américains, vulnérable, incertain, complexe, ambigu. Je vous remettrai un petit lien aussi qui explique ça, mais ça invite à avoir une posture apprenante, c'est-à-dire que voilà, moi, ce que je vous dis, c'est le fruit de mon expérience, de ce que j'ai vécu, mais en aucun cas, je peux être dogmatique, parce qu'en fait, je ne sais pas, enfin, il y a tellement de choses qui se passent sur Terre. Et ça, je pense qu'en posture, c'est important à jardiner, celle de l'expert, mais qui doute. Les chapeaux de Bono sont hyper précieux pour cultiver cette posture. Et il y a un équilibre à avoir, parce que non seulement le monde, il est VUCA, vulnérable, incertain, complexe et ambigu, mais j'ai quand même confiance. Et donc, je suis optimiste et mon intention, elle est posée, je sais où j'ai envie d'aller. Mais voilà, c'est volatile. Ouais, ça. Vulnérable. Non, c'est volatile. Non, c'est vulnérable. VUCA, vulnérable, incertain, complexe, ambigu. Mais. Et alors, nous, quand volatile, d'accord. Quand Ancelin et Antoine m'ont dit qu'est-ce que vous utilisez comme outil de prise de décision, et moi je dis c'est Loomio. Loomio, vous connaissez peut-être, c'est un outil qui est développé par une équipe fantastique en Nouvelle-Zélande et qui a été vraiment mis en lumière par Framasoft, parce qu'ils hébergeaient une instance de Loomio qui s'appelle Framavox, framavox.org. Et en fait, avec la discussion, je me suis dit, mais non, en fait, c'est pas Loomio, parce que, enfin, en tout cas, c'est pas que Loomio, parce qu'une décision, elle a un cycle de vie, et la première étape de ce cycle de vie, c'est l'information. Et donc, si on prend ça en compte, Loomio, c'est pas notre premier outil d'information, c'est Rocket.chat, parce que du coup, on a Rocket.chat, vous connaissez peut-être, c'est un Slack open source. Et en fait, le premier véhicule outil numérique par lequel on se donne de l'information, c'est Rocket.chat, mais ça vaut aussi les appels et les messages qu'on peut s'envoyer. Et du coup, ça m'invite à parler du cycle de vie de la décision. Peut-être qu'on pourra y revenir, mais la première étape dans une décision, c'est s'informer. Peut-être que vous avez suivi la Convention citoyenne pour le climat, mais avant de rendre des décisions, ils se sont beaucoup informés, ils ont fait venir des experts, ils ont fait venir des pas experts, et ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est la délibération. C'est-à-dire qu'on prend pas, une fois qu'on est informé, on ne prend pas la décision, on va confronter son point de vue, il va dire, tiens, avec toutes ces informations que j'ai, moi, je pense plutôt ça, et toi, tu penses plutôt quoi? Ah, tu penses plutôt ça. Ah, du coup, ok, mais pourquoi? Donc ça, il y a par exemple un outil qui est génial qui s'appelle le Drench. Le Drench, c'est un journal que Duc, qui est là, connaît bien,
qui dit, bah, tiens, il y a un fait de société, ils vont interviewer quelqu'un qui est très, très pour, quelqu'un qui est très, très contre, et du coup, ils invitent le lecteur à se forger leur propre avis. Ça, c'est ultra chouette. Et ensuite, il y a la prise de décision. Et donc, c'est pour ça que sur Loomio, avant de prendre une décision, ben voilà, on ne fait pas tout de suite le sondage ou la prise de décision, mais on délibère, on papote. Et du coup, moi, il y a quelque chose qu'avec mon expérience, j'ai rajouté, c'est que dans le cycle de vie de la décision, en fait, la décision, elle ne s'arrête pas à la décision. Après, il y a l'expérimentation, parce que du coup, une fois qu'on a pris une décision, on la vit. Et bien souvent, en fait, on se rend compte qu'il y a des écarts entre ce qu'on a imaginé et ce qui se passe réellement. Et donc, moi, j'aime bien faire des boucles d'itération, de dire, bah, tiens, on va prendre cette décision, mais on va lui mettre une date limite de validation, quoi. Et donc, cette décision, on va l'expérimenter pendant 6 mois, pendant 1 an. Mais du coup, on se met un rappel que dans 1 an, on en reparle. Et du coup, s'il y a eu des écarts, si les hypothèses sur lesquelles on s'est basé pour prendre ces décisions, en fait, elles ne sont pas valables, enfin, on se rend compte que ce n'est pas ce qui se passe, et ben, on s'autorise à la revisiter. Et ça permet aussi, parce que dans les groupes de gouvernance partagée, il y a des gens, et dont j'ai fait partie il y a quelques années, où en fait la posture, c'était on peut décider de tout le temps. Et ça, du coup, ce n'est pas du tout possible. Et du coup, cette modalité itérative, c'est aussi une invitation à dire, en fait, non, on était un petit groupe, il y a 1 mois, on a pris cette décision, et du coup, ce n'est pas parce que tu viens d'arriver que c'est possible de la révoquer ou de l'améliorer. Mais par contre, t'inquiète que dans 4 mois, on pourra revenir dessus, mais on a besoin d'un temps d'expérimentation pour la vivre. Et en général, avec cette explication, ça passe bien. Et c'est intéressant parce que ça permet de donner un peu de la pérennité. On ne peut pas changer de cap tout le temps. Et c'est le fait de donner aussi une perspective de quand on peut modifier une décision, ça fait que c'est beaucoup moins difficile de prendre une décision. Parce que quand les gens ont l'impression que c'est gravé dans le marbre, une décision, ils s'accrochent. Tu vois, ils vont vouloir que le logo il soit bleu, mais ce qui fait qu'on parfois on passe 4 jours à décider si c'est bleu foncé ou bleu ciel, parce qu'on a l'impression que c'est gravé dans le marbre. Alors que quand on sait que ça va pouvoir être revisité, eh ben, on a moins tendance à mettre une objection au sens objection dans le sens entendu de la gestion par consentement. Merci beaucoup Pierre pour cette introduction. On va passer du coup à la première question posée par Ancelin, c'est-à-dire en gros comment on fait pour que la gouvernance partagée et les outils digitaux soient un outil qui permette aussi aux gens de s'investir et pas juste d'être là de temps en temps un peu en mode comme une démocratie représentative où on donne son avis et puis ensuite derrière on fait rien et on s'y intéresse pas, mais c'était aussi un moyen pour que les gens aient envie par la suite de s'impliquer dans la réalisation de la décision. Comment du coup il y avait aussi cette deuxième question, comment on fait pour qu'il y ait un pont entre les moments formels et les moments informels. Donc, je me retourne, peut-être, il y a un bon équilibre à trouver. Peut-être, Jérôme, qu'est-ce que tu pourrais répondre à cette question, toi? Du coup, en fait, sur la, sur la question de la notion de formel-informel, effectivement, en fait, je rejoins un peu ce que disait Pierre. C'est-à-dire que dans l'informel, en fait, on va être dans la recherche d'informations. C'est-à-dire que du coup, c'est en mode d'investigation moi, je vois, par exemple, quand je travaillais avec les médecins, avec des orthoprothésistes, avec le conseil d'administration, ben, la première chose, c'est effectivement de manière informelle aller chercher l'information intéressante. Et après, pour moi, ça se conclut toujours. L'idée, c'est de conclure derrière par effectivement une proposition dans un temps formel, qui est une réunion, pour prendre une décision, du coup. Et malheureusement, là, pour le coup, moi, je me retrouvais en mode médiation. Et donc, du coup, effectivement, ben, c'était à moi un peu d'aller voir tout le monde. Parce qu'au début, il n'y a pas de. Quand on parle de gouvernance partagée, moi, je rejoins ce que disait Pierre. Ou en tout cas, moi, j'ai eu aussi le biais de par le nom, gouvernance partagée, de se dire on partage le pouvoir tout le temps, tous ensemble. Et en fait, ce n'est pas vrai. C'est plutôt comment on décide ensemble à un moment donné, qui a le pouvoir pour faire des choses. Et
Et du coup, là, à ce moment-là, sur le projet du Human Lab, effectivement, c'était moi qui me retrouvais à aller à droite, à gauche pour aller chercher toutes ces infos-là. Et, euh, et voilà. Après, aujourd'hui, dans l'organisation dans lesquelles je suis, sur le temps informel, en fait, c'est ce qui va nourrir les relations interpersonnelles. Donc, du coup, c'est ce qu'on va considérer dans le Dragon Dreaming de la célébration. C'est ce qui fait on est collectif, c'est ce qui fait corps. Et que sur les temps de réunion opérationnelle, par exemple, ça va être presque un peu mécanique pour certains, de manière un peu caricaturale, où, OK, il y a un point, on le traite et on avance et on fait comme ça pendant 1 heure de manière très mécanique. Du coup, ce qui nécessite après, enfin, ce qui fait qu'après, on a des temps aussi informels où juste on échange, Dieu, tiens, comment ça va, et on fait du codev, quoi. Ok, donc toi, tu rajouterais dans les 4 étapes données par Pierre, information, délibération, décision, tu rajouterais un point 3,5 apéro, quoi. Et ensuite, un Ouais, an après, expérimentation. ouais. Euh, Par contre, effectivement, ce que tu disais sur l'expérimentation, pour moi, c'est super important. Et c'est l'histoire justement de l'agilité et à l'instant Z, ils appellent ça la planche, quoi. C'est de poser quelque chose qui n'est pas extraordinaire, de se dire, en fait, il y a un trou devant moi béant. Il y a quelqu'un qui dit, tiens, moi, je pense qu'on pourrait traverser en hélicoptère. Un autre qui dit, non, mais moi, je voudrais un pont suspendu ou quoi. Et de se dire, et si on mettait juste une planche en bois, est-ce que ça marche? Ouais, on peut tester en fait. Et puis si ça fait le job, pourquoi essayer de faire mieux? Et du coup, pour moi, tout l'enjeu de la gouvernance partagée, notamment de la gestion par consentement, c'est ça aussi, c'est de revoir finalement, OK, est-ce qu'on est en train de parler, je suis en train de parler mes préférences personnelles, qu'est-ce qui est nécessaire pour que le collectif il avance? Et vraiment d'aller c'est quoi la plus petite décision qu'on doit prendre là tout de suite pour avancer maintenant et pour nous débloquer? Et ok. effectivement, ça revient sur l'agilité et on peut tester quelque chose et puis on revient dessus s'il faut et on a appris quelque chose. Mais moi, je me mets par exemple dans la peau de quelqu'un qui vient de rejoindre le Low-Tech Lab Boulogne. Voilà, j'ai 22 ans. Je suis hyper impressionné par Ancelin parce qu'il connaît, il a déjà construit 3 rocket stoves, il connaît plein de mots compliqués. Et j'ai envie de m'investir, mais je vais pas me sentir forcément la légitimité d'aller collecter cette information, d'aller potentiellement même prendre une décision. Est-ce que, Pierre, par exemple, toi, comment tu fais pour faire que des personnes se sentent à l'aise pour prendre une décision? Parce que même quand il y a des, entre guillemets, des structures qui permettent à tout un chacun de prendre des décisions, il y a des structures informelles qui sont liées à l'ancienneté, à la légitimité, à la confiance en soi, qui font que les gens vont pas forcément oser prendre des décisions. Ouais, c'est un super thématique, hein, le syndrome de l'imposteur. Enfin, dans nos communautés, je pense on y fait face. Je crois que de dire que c'est, enfin, d'être conscient il est toujours là. En fait, ça permet de débusquer quand ça arrive, donc d'avoir cette vigilance. Là, il y a un projet, donc c'est pas Transiscope auquel je contribue, mais on a un rôle du coup dans notre organisation qui est onboarding, qui n'est pas forcément celui de booster, de mettre de l'énergie, mais d'avoir cette vigilance et du coup de faire d'appeler en mode grand frère ou parrain ou copain. Et au fait, ouais, ça fait un mois que tu es là, comment tu te sens? On fait, Nous, on n'hésite pas aussi à se mettre un peu à poil, entre guillemets, ou dans nos tours de météo, on va vraiment faire notre météo intérieure, dire comment on sent, pas hésiter à dire s'il y a des problèmes, s'il y a des trucs qui vont bien. Et ça, en général, du coup, par mimétisme, les gens qui onboard, ils vont nous le dire au bout d'un moment. On fait, ben voilà, moi je me sens pas légitime à ça. Ah ok, c'est cool, mais bon, ça fait un mois que tu viens d'arriver. Et est-ce que tu aimerais être plus légitime? Enfin, et en fait, après, on essaie d'adopter la posture du coach où c'est à la personne aussi d'exprimer un besoin. Parce que des fois, il y a plein de gens qui vont dire ah ouais, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Mais en fait, finalement, ils n'en expriment pas le besoin. C'est juste quelque chose qui préfigure. Enfin, je suis connecté à ce que Jérôme disait. Et donc, ça, c'est important que ça vienne de la personne, quoi, d'éviter aussi un système qui soit un peu trop patriarcal où on va faire à la place. Moi, il y a des fois où j'ai rencontré des gens qui disent ouais, j'arrive pas à contribuer, etc. Mais en fait, ils n'en avaient pas l'envie non plus. Et du coup, enfin, bon, j'ai aussi pas mal traîné dans le milieu un peu des squats parfois où là, c'est vraiment de l'autogestion. Et puis, enfin,
les portes, elles sont ouvertes, mais c'est aussi à toi d'avoir l'énergie. Donc, enfin, il y a un équilibre quoi, à trouver et qui est vraiment pas simple, mais qui est passionnant. En tout cas, il y a un truc que je trouve hyper intéressant, c'est qu'on est tous faits de manière très différente. Là, je suis connecté à un truc que j'ai beaucoup, beaucoup aimé quand j'étais dans un milieu du travail plus classique, managérial. Mais il y a un mec qui s'appelle Jürgen Appelo, qui a écrit sur le management 3.0. Et donc, c'est plein, plein d'outils à destination des managers, mais des managers du coup plus facilitateurs. Et il y en a un qui est cool, c'est le Moving Motivators. Et le Moving Motivator, c'est un jeu de cartes avec plein de leviers de motivation. Tu vas avoir la reconnaissance. Par exemple, il y a des gens, ils vont être motivés par faire des choses parce qu'ils savent qu'après, ils vont être reconnus. Il y a des gens, ça va être plutôt la curiosité, apprendre des choses. Enfin, on a tous des leviers de motivation qui sont différents. C'est important de le savoir. Et du coup, quand on fait de la motivation, moi, je ne suis pas fort en motivation collective, mais plus individuelle. Mais voilà, tiens, OK, de quoi tu as besoin? Bon, tu as besoin de rien, mais qu'est-ce qui te motive? Ah, moi, je suis motivé parce que je vais pouvoir me déplacer en France, aller faire des conférences, aller rencontrer des gens. Alors que quelqu'un d'autre, ça va être plus ah bah ouais, moi, je suis hyper curieux, là, j'ai envie d'apprendre, de pouvoir creuser des sujets. Donc, aussi, de savoir, de savoir ça, ça peut aider à donner du grain à moudre à une personne et à ce qu'elle s'implique, du coup. Donc, très intéressant. Du coup, ce que tu es en train de dire, c'est que indépendamment des meilleurs outils techniques, en fait, si les gens n'ont pas fait un travail personnel et ou collectif de aussi quels sont tes ressorts personnels et qu'est-ce que tu as envie d'apporter au groupe, ben, en fait, un outil digital ne servira à rien enfin, ne servira à rien. C'est pas suffisant pour susciter de la motivation, en fait. Ben, vous avez peut-être suivi du coup le MOOC Gouvernance partagée. Moi, j'ai suivi le premier et je trouvais ça vraiment passionnant. Je l'ai revu, je l'ai fait 2 fois. Et il y a une phrase il y a plusieurs phrases qui m'ont marqué, mais il y en a une en particulier, je ne sais plus quel intervenant l'a dit, mais c'est faire de la gouvernance partagée, c'est mettre son développement personnel au profit du coup de l'organisation. Et oui, je veux dire, faire de la gouvernance partagée sans faire de développement personnel, sans apprendre qui tu es, comment tu fonctionnes, du coup, tu peux pas faire tu peux pas lâcher prise, tu peux pas faire d'objection, tu peux pas. Donc, euh, ouais, il faut travailler sur soi, quoi. Hein, c'est sûr. Super. Ben, du coup, on va faire un aller-retour constant entre l'humain et le digital. Là, on va repartir un peu plus vers le digital pour essayer de répondre à la deuxième question de Ancelin avant que le temps file. C'est lié aussi à l'accessibilité de l'information. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un problème de parfois les réunions ont lieu en physique, enfin, plus depuis un petit bout de temps malheureusement. Parfois elles ont lieu en digital, parfois il y a des créneaux horaires différents, différentes disponibilités. Comment on fait pour que ce soit dans la recherche d'informations ou dans la prise de décision pour s'assurer et que ce soit en formel ou en informel, en physique ou à distance, comment on fait pour s'assurer que ce soit partout au même endroit et que ce soit à minima accessible, parce que moi je pense qu'il y a un énorme biais dans le pouvoir, c'est l'information, et que si d'une certaine manière, de par une plus grande disponibilité ou de par la maîtrise d'un outil technique, des personnes ont accès à plus d'informations d'autres, ça va créer des biais de pouvoir. Peut-être Jérôme, tu as des pistes là-dessus? Bah, ce qui est sûr, c'est que c'est des questions toujours d'enjeu au niveau du système d'information. Donc là, moi, je vous ai présenté Open My Organization, qui est du coup quelque chose de développé par l'Instant Z. Après, il y a le tout bon Google Drive que j'utilise avec d'autres organisations qui n'ont pas mis en place autre chose. Après, il y en a qui sont des Nextcloud. Enfin, l'idée, c'est justement, c'est toujours la question de comment on répertorie cette information-là, sachant qu'après, pour moi, il y a la problématique OK, il faut que l'information soit accessible, mais après, il ne faut pas qu'il y ait trop d'informations non plus. Sinon, ça, en fait, on y perd, quoi. Et c'est là où je trouve intéressant, en tout cas, moi, j'ai l'impression, en tout cas, des outils, moi, que je connais, qu'il y a encore des outils à développer sur cette thématique-là. Dans le sens où, par exemple, sur Open My Organization, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fonction du cercle où on est, on va avoir un niveau d'accès à l'information qui va être particulier. Parce que si je fais partie du cercle communication, ben, j'aurai vraiment… enfin, je sais que quand je suis sur un cercle communication, j'ai accès à tout ce qui est sujet communication. Quand je suis dans le cercle global, je sais que je vais sur la gouvernance globale. Et donc, du coup, ça me permet
je peux avoir accès à toutes les informations, mais je sais que quand je rentre dans tel endroit, je vais avoir certains types d'informations, comme quand on range un Google Drive par dossier ou quoi. Mais effectivement, c'est comme les bibliothécaires, quoi. C'est finalement à quelle référence je range tel truc pour pouvoir le retrouver n'importe quand, quoi. Et ça, pour moi, c'est un enjeu. Et du coup, voilà, pour moi, il y a des outils comme Nextcloud il y a des outils comme Trello qui permettent de voir au niveau pour des projets, du coup, comment ça avance et tout ça. Mais il y a pas de, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de, en tout cas, moi, j'ai pas trouvé l'outil magique où je me dis, waouh, ouais, c'est exactement ce qu'il me faut, qui soit en plus sexy et facile parce qu'effectivement, comme tu disais, Antoine, il faut que ce soit aussi quelque chose qui soit facile d'utilisation, en fait. Sinon, on perd des personnes. Et effectivement, après, c'est l'histoire de la fracture numérique et tout ça, quoi. Mais ça reste des outils à créer, j'ai l'impression. Et après, voilà, avec toutes les pistes que je viens de citer, quoi. Ok. Et Pierre, il y avait aussi quelque chose que tu disais, on en avait parlé un peu en amont, que je trouvais intéressant, c'est que en fait, une décision, pour que ce soit une bonne décision, il faut que ce soit un peu, pour pouvoir consentir à une décision, il faut que ce soit une décision éclairée, et qu'en fait, juste une décision qui est balancée comme ça, mais en fait, on ne sait pas pourquoi cette décision a été prise, c'est pas forcément bien. Donc, tu disais tu parlais des différents stades de prise de décision et que c'était aussi intéressant de capitaliser sur la phase d'idéation, comment tu appelais ça, la phase de, ah, je vais retrouver, la phase d'information. Donc, comment tu fais ça, toi? Alors, en termes d'outils, un outil qu'on utilise sur plusieurs projets, c'est YesWiki. Peut-être que vous connaissez. Et donc, le wiki, ça permet à chacun d'ajouter de l'information, de lire. Enfin, c'est un super outil de mémoire collective. Et alors, oui, en effet, on se rend compte que la plupart de nos décisions, elles sont basées sur des hypothèses. On prend cette décision parce qu'on croit que plusieurs choses. Et du coup, ça fait partie maintenant du commun informationnel autour de la décision. On va prendre cette décision, mais chacun, du coup, va pouvoir expliciter sur quelles hypothèses il la base, quels sont les enjeux derrière, et vraiment donner beaucoup de méta-informations autour des raisons qui ont motivé en fait cette décision. Parce que du coup, effectivement, quand tu as quelqu'un qui arrive 2 mois après qu'une décision soit prise et qui voit cette décision, hyper cool d'avoir les raisons, d'avoir tout le méta autour. Il va dire ah ouais, je comprends mieux maintenant pourquoi ils ont fait ça, les raisons. Et après, cool de se dire en fait, ouais, ce qu'ils avaient prévu finalement, ça se passe pas du tout. Et donc on la revisitera. Ok. Après, j'ai peut-être une bonne pratique que j'aime beaucoup à vous partager. Euh, Parce que effectivement, l'information, c'est du pouvoir. Le temps qu'on a, le temps de parole, le temps de mobilisation, c'est du pouvoir. Et moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup faire dans bonne pratique, c'est que dans les comptes rendus, on a souvent l'habitude de rendre compte de tout ce qui s'est dit. Et donc, finalement, c'est une prise de notes et c'est assez compliqué parfois de s'y retrouver, de suivre tous les échanges. Et en fait, moi, j'aime bien faire un petit encart au tout début. Dire voilà, il y a les comptes rendus de la réunion avec tout ce qui s'est dit, avec beaucoup d'informations. Mais si vous n'avez pas le temps de vous plonger dedans, euh, on fait juste un petit encart avec les informations vraiment importantes, les décisions qui ont été prises et les actions. Et s'il y a des actions, quelle est la personne qui les énergise, s'il y a une deadline éventuellement. Et en fait, ça constitue vraiment les informations importantes que tu peux lire en quelques minutes qui vont permettre de dire, OK, là, j'ai pas le temps, mais au moins, j'ai l'essentiel. Et ça, c'est cool parce que ça convient aussi. Enfin, on a tous des esprits différents. Il y a des esprits qui sont plus synthétiques, il y en a qui sont analytiques, il y en a qui sont arborescents. Et du coup, il y a des gens aussi qui vont avoir la motive par exemple, les esprits arborescents, ils vont être trop contents d'aller dans le détail, de dire ah lui il a dit ça et tout. Et les gens comme moi qui sont peut-être plus analytiques, dire ah tiens bah voilà information, décision, action, ah j'ai l'essence de ce qu'il me faut pour continuer à avancer, pour suivre le fil. Et donc avoir des modalités de présenter l'information de manière différente
pour que du coup, chacun des profils, peut-être vous connaissez le MBTI, mais on a tous vraiment des profils différents, puissent s'y retrouver. C'est aussi précieux. Et après, les comptes rendus, ne pas faire que des comptes rendus écrits, quoi. Et parfois, il faut les dessiner, parfois, il faut les enregistrer, parce qu'on n'est pas tous à l'aise aussi avec la dactylographie, quoi. Euh, donc voilà, pour moi, c'est être vigilant à toujours dire, en fait, on est tous formatés d'une manière qui est différente, on a tous des motivations, des manières de fonctionner qui sont différentes, et donc de changer nos méthodes pour qu'elles soient inclusives. Et il y a deux bonnes pratiques que je me permettrais de rajouter. C'est que parfois, animer une réunion, bah, il faut faire circuler la parole, être attentif à qui lève la main et tout ça. Et donc, c'est bien d'avoir peut-être une personne qui anime et que ce ne soit pas la même personne qui ait lancé la réunion, enfin, qui se fasse accompagner, par exemple, pour la prise de notes, les comptes rendus. Déjà, ça, c'est un premier point, parce qu'on ne peut pas être au four et au moulin. Surtout si on a motivé la décision, peut-être on a un intérêt dans cette décision et qu'on risque de ne pas faire un compte-rendu totalement neutre. Et ça, c'est quelque chose qui est remonté aussi dans les consultations citoyennes, c'est que parfois, dans la manière dont des experts prennent en compte l'avis des personnes qui ont été consultées, le compte-rendu n'est pas forcément fidèle exactement parce qu'il y a tout simplement un biais cognitif. Bah, ce qu'il a dit qui était important, c'était ça, alors qu'en fait, la personne qui s'exprimait, pour elle, c'était le point numéro 3 qui était important. Donc, ça peut être intéressant aussi de faire que la prise de notes puisse être faite par deux personnes ou à minima, elle puisse être corrigée ou mettre des points de désaccord sur ah bah, moi, j'ai compris ça. Euh, Je viens rebondir parce que je suis connecté à quelque chose qu'Aduc a partagé, l'information qui te manque quand tu es à distance, c'est bien la grimace sur le. Et en effet, en fait, ce qu'on évoque en filigrane, c'est aussi les billets de communication. Peut-être que vous savez, mais entre entre ce que j'ai envie de dire, ce que je dis, ce que la personne elle entend, ce que la personne elle comprend, en fait, il y a plus de 50% plus de 50% du message qui est détérioré. Et en fait, et dans les canaux de communication, en fait, là, quand on parle, il y a trois choses. En fait, on communique avec trois canaux. Il y a le verbal. Là, le verbal, c'est les mots, la sémantique, vraiment les mots que je vais utiliser. Il y a le paraverbal et il y a le non-verbal. Le paraverbal, c'est l'intonation que je vais donner. Si je vous dis ouais, si je dis ouais, si je dis ouais. Enfin, du coup, ce n'est pas la même information. Et ensuite, il y a le non-verbal. Le non-verbal, là, c'est tous les gestes que je fais, c'est les grimaces. Et du coup, si on par écrit, on n'a que les verbes, quoi. Et donc, on prive là vraiment une bonne partie du message. Et là, la communication, du coup, elle est nulle. Enfin, vraiment, il faut. Et donc, c'est aussi une vigilance à avoir. Moi, je trouve hyper puissant maintenant le fait d'enregistrer les conversations. Parce que là, en termes de compte rendu, tu n'as même plus de prise de notes à faire. S'il y a vraiment quelqu'un qui a envie d'aller voir ce qui s'est dit, mais il peut aller revoir la vidéo. Et ça, c'est chouette, quoi. Quand tu prends une décision, filmer les débats, filmer les raisons, que les gens puissent expliquer pourquoi ils ont dit, c'est vraiment précieux. Et il y avait une question, je crois, dans le chat de Guillaume. Les outils, OK, mais souvent, c'est l'appropriation des outils qui pose une difficulté. La question devient comment organiser l'appropriation et la montée en compétence des membres. Ça, je pense que c'est. Enfin, si on peut y revenir, c'est. Quelqu'un, tu veux revenir dessus ou peut-être une personne X ou Y peut se démuter et intervenir là-dessus. Moi, j'ai pas trop de billes là-dessus. Ok. Eh ben, je vais vous partager juste vite fait aussi un truc par rapport à la traçabilité. Hop, normalement, vous voyez mon écran là, mais c'est pas celui-là que je veux partager. Tant pis, je vais partager un autre. C'est Duc qui parle. En attendant, je voudrais parler de l'adoption des outils. Je n'ai pas non plus de réponse sur comment forcer tout le monde dans un seul outil. Et du coup, la pratique qu'on développe, c'est laisser tout le monde faire tous les outils et on verra bien qui gagne. Et au début, c'est pénible parce qu'il y a un Slack, un groupe Facebook, un groupe Messenger, un groupe WhatsApp, un groupe machin. Et à un moment, les gens se résignent par la force parce qu'ils sont entraînés. Mais si on demande avant, il y a toujours une personne qui a un veto sur un outil. Et donc, on n'arrive jamais à le faire par choix. Et ça arrive toujours finalement par la force des choses parce que c'est là-bas que ça se passe, quoi.
C'est intéressant, ça me fait penser au concept de stigmergie. Le concept de Voilà. stigmergie qui fait qu'en fait, on est mu un peu comme les termites qui vont déposer des phéromones sur des choses et qu'elles arrivent à construire des cathédrales comme ça sans architecte et que en fait, les gens vont aller utiliser les outils, puis ensuite, le temps fera le tri. Donc, normalement, là, vous devriez voir un dashboard. Est-ce que ça marche ou pas? Ouais, génial. Donc, juste pour présenter, bah, moi, Ouais, ça marche. je passe pas mal de temps en ce moment à travailler sur la gouvernance partagée pour partager à nos parties prenantes. Mais bah, du coup, j'ai demandé à mes collègues, est-ce que c'est OK que je passe du temps voilà, sur mon temps de Make Sense à partager là-dessus. Et donc, j'ai fait une demande. Voilà, j'aimerais allouer un certain nombre de jours à la formalisation de ces outils. Et j'ai fait une sollicitation d'avis, j'ai donné le contexte, j'ai fait une recherche d'informations, voilà les conférences que j'ai prévues, voilà ce que ça pourrait amener. Et j'ai consulté des personnes impactées ou expertes. Donc, la référence budget, la référence RH, des gens qui bossent déjà sur le sujet de la gouvernance. Et elles m'ont toutes donné, parce que je travaille qu'avec des nanas, c'est ça c'est chez Make Sense. Elles m'ont toutes donné leur avis sur la décision. Et à la fin, j'ai pris ma décision. Et puis, des gens peuvent, peuvent rentrer en conflit avec la décision et écrire là-dessus. Et donc, on a fait un truc très simple. En gros, c'est une sorte ça s'appelle Airtable. C'est une sorte de fichier Excel plus. Et toutes nos décisions, mais aussi le contexte les discussions qui ont amené à prise cette décision sont enregistrées là-dessus, de tous nos organes de décision. Et un peu comme aussi sur l'outil de l'instant Z, on peut voir qui est dans quel cercle, qui est dans quelle équipe. Et voilà, toutes les recherches d'informations, même par exemple sur la recherche de partenariat, que je ne vais pas vous montrer parce qu'il y a des informations confidentielles. Et Et les love letters aussi? ouais, alors Love Letter, c'est pour s'envoyer des petits mots doux aussi. Bah, ça fait partie du petit truc qui crée du lien. On peut s'envoyer des petits trucs gentils quand on s'aime bien pour se faire des feedbacks positifs, ça fait toujours du bien. Ensuite, on a d'autres processus qui peuvent être un peu plus costauds pour les conflits et les feedbacks un peu plus négatifs. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que là, mais c'est super intéressant l'outil de Jérôme, mais nous, on a un outil qui est finalement assez basique, mais on a vraiment tout misé sur l'humain et sur le fait que les gens auraient la discipline de remplir la phase d'information, la phase de prise de décision et la phase de suivi ou de conflit avec la décision sur tout simplement un tableur Excel et que si vous avez du temps à passer sur les outils digitaux, ne mettez pas tout dans le technique et passer du temps aussi à faire toute la conduite du changement, la formation des nouveaux, etc. etc. Voilà, c'était le point que je voulais aborder là-dessus. Et on va passer peut-être au dernier point. On va déborder de 5 minutes, parce que de toute manière, le dernier point est assez subtil à gérer. C'était un point qui était amené par Ancelin, qui expliquait comment on fait. On travaille avec des mairies qui ne sont pas forcément, comment dire, habitués à travailler avec des outils digitaux, qui sont pas du tout habitués à fonctionner en gouvernance partagée. Comment on fait pour qu'ils puissent avoir accès aux informations ou qu'eux puissent aussi nous donner avoir accès à un maximum d'informations? Ce à quoi moi j'étais bien embêté de répondre parce que c'est quand même une problématique très complexe. On en avait parlé précédemment avec Duc notamment sur le fait que c'était difficile. Et du coup, ça m'avait fait rebondir sur ce que disait Pierre, c'est que il y a une échelle qui a été faite, ça s'appelle l'échelle d'Arnstein, qui disait qu'en fait, les gens, on peut leur demander leur avis, on peut construire la solution avec eux, mais qu'on peut aussi assumer qu'aujourd'hui, on n'est pas encore tout à fait en gouvernance partagée et qu'il y a, à certains moments, il y a des gens qui sont décisionnaires. Et mieux vaut affirmer ça et rendre ça visible plutôt que faire genre on vit dans un monde de bisounours, tout le monde a le droit de décider, alors qu'en fait, in fine, c'est la mairie qui a le droit de décider légalement de ce qui va être fait du lieu. Donc, qu'à minima, vu qu'il y avait différents stades d'information, peut-être que sur la décision, ça passe peut-être pas par des outils numériques, mais que par contre, on peut mettre le paquet sur les outils numériques pour qu'en fait, les informations pendant la phase de consultation soient plus fluides. Arnstein, je mettrai ça dans le compte-rendu. Est-ce que, du coup, Jérôme, Pierre, puis là, moi, je vais autoriser la réunion de déborder de 5-10 minutes. Je vais rester en ligne. J'enlève les mises en évidence et qui veut parle, intervient, pose des questions. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut intervenir pour aller sur cette dernière question et clôturer cette session?
Euh, c'est Duc qui parle. Moi, j'invite à viser les gens, les humains, ou faire des potes en dehors du cadre de la loi. Et voilà. Et tous les coups sont permis. C'est ce qui se passe dans les hautes sphères et c'est comme ça qu'il faut qu'on bosse aussi, nous. Aller au café, s'intéresser aux hobbies des gens, etc., jusqu'à devenir pote, quoi. C'est jamais réussi à faire autrement. Et alors, c'est intéressant, Duc, moi j'aime bien cette notion, mais comment on fait? Parce que d'une certaine manière, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Il y a des gens qui sont plus introvertis, plus extravertis, et ça peut être aussi la prime à la personne la plus sympa. Donc moi, par exemple, je danse super bien en soirée, et donc les gens, ils vont venir discuter avec moi, et donc ça va me donner plus de pouvoir en fait. Et comment on fait pour que des gens qui sont pas forcément hyper à l'aise pour aller prendre des cafés ou qui sont pas de nature à aller s'intéresser à savoir si le petit a fait ses dents, comment on fait pour que ces gens-là puissent aussi avoir des informations? Bah, le périmètre est quand même vachement large, hein, entre le petit qui a fait ses dents et tout ça. Donc, on se renseigne et on trouve des atomes crochus. Facebook, LinkedIn, machin. On trouve des sujets, on trouve des terrains communs dont on a envie de parler qui nous touchent en tant que citoyens. Ok. Ancelin, par exemple, toi, tu parlais de l'exemple de personnes qui avaient réussi à avoir le protocole sanitaire auprès de la préfecture. Est-ce qu'il leur avait permis d'organiser leur festival? Est-ce que tu sais comment ils s'y étaient pris pour avoir réussi à avoir ces informations? C'est en effet un contact personnel. J'ai plus le détail, mais c'était un réseau de connaissances à connaissances proches, quoi. Donc, soit de la famille, soit des amis. Mais c'est vrai que, en fait, la grande différence, c'est que il y a des choses que tu peux pas demander officiellement et qui, de toute façon, ne te seraient pas acceptées si tu les demandais officiellement. Et du coup, c'est vrai que malheureusement, dans les institutions publiques, j'ai beaucoup vu, dans tous les lieux que j'ai vus, les organisations, etc., une forme de complicité parfois entre les institutions et les porteurs de projets, parce que il y a des questions, des sujets et des décisions qui sont prises sous le manteau, si j'ose dire ainsi. Et je pense que c'est vrai qu'il n'y a pas trop mille façons. En fait, il faut pouvoir utiliser les voies de communication officieuses, si je peux dire ainsi, quoi. Et parce que, en tout cas, eux en Normandie, en effet, c'était comme ça qu'ils avaient fait aussi. C'était ouais, du réseau de famille, du réseau proche, quoi, du réseau intime, si je peux dire. Voilà. C'est de la réhumanisation des pratiques, hein. On sort du cadre formel et on se parle d'humain à humain. Eh Et bien, après, vous pouvez essayer de revenir aussi à l'échelle de l'intention, c'est-à-dire au lieu de partager des décisions ou partager des intentions. Rassurer les gens sur le fait que c'est bien des brouillons qui circulent, que c'est bien des choses qui... Parce qu'ils ont évidemment très peur d'être pris au mot et qu'ils disent le moindre truc et qu'après, ça leur saute à la figure en leur disant vous aviez dit que... Cover your ass, comme on dit. ok. Merci à toutes et à tous. Peut-être, Ancelin, vu qu'on a fait cette conférence pour répondre à tes challenges, à tes défis, pardon, je te laisse peut-être le mot de la fin pour remercier tous les gens qui ont participé, pour dire quelles sont les prochaines étapes pour le Low-Tech Lab Boulogne. Et ben avec plaisir, j'aimerais déjà remercier les bénévoles qui sont là, qui ne sont pas exprimés, j'en suis très triste, mais on aura d'autres occasions. N'hésitez pas à dire un mot de la fin aussi, Rava, Charlotte et Lorraine qui étaient là. Merci à tous les super participants, plein d'énergie et plein de tips et de bonnes solutions. Et surtout, je pense que le mot de la fin, c'est de se rendre compte que au final, on est touché par les mêmes problématiques. Et du coup, il y a vraiment un enjeu à ce que qu'une problématique, on n'y apporte pas une réponse théorique, mais des réponses très très pratiques. Et je trouve que ça a été la réussite de cette visio, c'est qu'on n'est pas tombé dans des grandes réflexions sociologiques sur la reproduction sociale ou ce genre de choses, mais sur concrètement par quels outils, quelle façon de faire, par quelles petites habitudes au quotidien accessibles à tous, on peut vraiment changer nos façons de faire. Et donc je pense que c'est ça l'enjeu, et peut-être qu'il y aurait même peut-être pour continuer et ouvrir la réflexion, peut-être faire un genre de recueil des bonnes pratiques, parce que du coup, il y a déjà beaucoup de documentation très théorique par l'Université du Nou, etc. Et je pense que ce serait intéressant d'aller un peu à la rencontre des communautés et voir, comme l'a fait Frédéric Laloux,
quelle a été l'astuce pour tel type de conflit, pour tel type de problème d'accès à l'information. Est-ce que ça a été un pense-bête, un post-it sur le frigo qui a permis à tout le monde d'être au courant des informations parce que quand les gens prenaient leur café et voyaient le post-it, je pense qu'il y a plein de choses comme ça à recueillir et à diffuser. Donc, je pense qu'en tout cas, là c'est ce que ça m'inspire. J'ai l'impression qu'on est tous devenus maîtres un peu des principes de la gouvernance partagée. Maintenant, c'est comment on les met en pratique et comment ça s'incarne au quotidien. C'est le nouveau challenge. En tout cas, avec plaisir de continuer à travailler là-dessus. Et si Antoine, ça te dit, on pourra peut-être aboutir à ce recueil de bonnes pratiques à partir des différents textes, comptes rendus que toi t'auras fait des conférences. Mais en tout cas, voilà, j'ai l'impression qu'il y a un vrai besoin de partager des tips. Donc, continuons comme ça. Merci beaucoup à tout le monde. Peut vous envoyer les infos du Low-Tech Lab si vous voulez. On a fait un code social, on fait un welcome kit aussi. Il y a pas mal d'outils et de documentation hyper intéressantes. C'est un gros enjeu aussi de partager nos documents. Donc, n'hésitons pas. Voilà, mais je pense qu'on aura l'occasion de se recroiser. Ouais. J'espère avoir bien conclu cette intensive réunion. Merci encore à tout le monde et n'hésitez pas de réagir pour la fin. La parole est à vous. Merci tout le monde. Voilà, et bien, je propose, moi, que pour l'inauguration du Low-Tech Lab, on se fasse une énorme teuf pour tisser des liens informels, danser, etc., etc. La conférence est finie, mais elle n'est pas finie parce que vous avez encore accès au pad Colibri si vous avez des choses à rajouter. Et voilà, pour la petite histoire, du coup, moi, suite à ma sollicitation d'avis, je ne vais pas passer 16 jours, mais je vais passer 7 jours là-dessus. Donc, si vous avez dans vos organisations un cas concret que vous aimeriez présenter, bah voilà, une communauté bienveillante de gens qui ont envie de partager leurs problématiques, n'hésitez pas à me contacter, antoine@makesense.org, et on pourra organiser un mardi midi une petite conférence sur vos enjeux très pratiques. En attendant, il y a Duc qui organise assez régulièrement sur le collectif Open Opal, qui est un groupe Facebook avec plein de gens qui se donnent plein de tips, pas mal de réunions, de conférences. Je vous recommande d'aller les voir. Il y a aussi, j'ai envie de remercier encore, moi, qui m'ont beaucoup appris, l'UDN, on mettra le lien aussi sur le pad. Il y a plein de choses à apprendre là-bas. Et ils ont un wiki ouvert qui s'appelle Le Grand Jardin, avec plein de gens aussi qui partagent des outils, des tips et des choses comme ça. Merci à toutes et à tous d'être venus. N'hésitez pas, j'espère qu'on pourra se revoir bientôt. Il n'y a pas de prochain rendez-vous prévu. Là, je vais essayer de faire de la formalisation, mais n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez besoin d'un petit cas pratique. À très bientôt tout le monde. Et ce sera enregistré, je vous enverrai le replay. Enfin, ça a été enregistré, du coup, je vous enverrai le replay. Sayonara, bye bye. Au revoir, à bientôt. Bonne semaine.